Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. Le président Alassane Ouattara est arrivé ce vendredi à Addis Abeba en Éthiopie où il prendra part au 33e sommet ordinaire de l'Union africaine. Lors de ce sommet prévu les 9 et 10 février prochains, il planchera avec ses pairs sur des stratégies pour faire taire les armes et créer des conditions propices au développement de l'Afrique. Programme de promotion de la jeunesse initié par le gouvernement ivoirien. Le programme Agir pour les jeunes porte ses fruits à Makori. 656 jeunes ont reçu leur chèque. L'initiateur, le ministère de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, envisage de créer d'ici à fin 2020 des opportunités d'emploi pour plus de 130 000 jeunes. Incompréhension, déficit de communication, rupture de confiance. Le rapport entre fournisseurs et consommateurs est mauvais à plus de 90% selon les professionnels de la relation client. Mais comment régler ce désamour? Réponse dans le dossier vide ici de ce 20h qui jette un regard sur les actions des acteurs de la relation client pour concilier les deux parties. Le jeune ophtalmologue lanceur d'alerte concernant l'existence du coronavirus en Chine fin décembre dernier est décédé. Sa mort suscite une vague de réactions de colère sur Internet et dans le pays. Arrêté puis réhabilité, il a été emporté par le virus qu'il a révélé au monde. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Le président Alassane Ouattara est arrivé aujourd'hui ici à Addis Abeba en Éthiopie où il prendra part au 33e sommet ordinaire de l'Union africaine. Lors de ce sommet prévu les 9 et 10 février prochains, il planchera avec ses pairs sur des stratégies pour faire taire les armes et créer des conditions propices au développement de l'Afrique. La paix et la sécurité sur le continent seront au cœur des débats, comme nous le rapporte Viviane Aïmé, notre envoyée spéciale. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé en début de soirée à l'aéroport international Bolé d'Addis Abeba. Il a été accueilli par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Le chef de l'État ivoirien vient prendre part au 33e sommet de l'Union africaine qui va connaître son point d'orgue dimanche avec la tenue de la réunion de l'instance suprême de l'Union africaine, à savoir le sommet de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine. Ce 33e sommet de l'Union africaine se tient autour du thème « Faire taire les armes, créer les conditions propices au développement de l'Afrique ». Pour sa participation à ce sommet, le chef de l'État ivoirien, qui est par ailleurs désigné par l'Union africaine comme tête de file pour le suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine, va prendre une part active aux travaux du sommet. Ce samedi, il fera une importante intervention à l'occasion du forum de haut niveau sur l'agenda 2063 qui se tiendra au siège de l'Union africaine. Dimanche, il prendra part à l'ouverture du sommet des chefs d'État et aux travaux du huis clos. En marge du sommet, le président de la République assistera à l'inauguration du siège du Comité des services de renseignement et de sécurité en Afrique, en abrégé le CISA. Par ailleurs, le président de la République aura plusieurs audiences inscrites à son programme de travail à Addis Abeba. Voilà, le président Ouattara part à Addis Abeba. Le prince Édouard d'Angleterre arrive à Abidjan pour une visite et il a été reçu ce vendredi par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Il préside une organisation qui permet aux jeunes de s'ouvrir à de nouveaux horizons, de développer des compétences civiques et interculturelles. 60 jeunes recevront des médailles d'or du mérite international de la jeunesse. Notons qu'au total, 30 000 jeunes ivoiriens sont inscrits à ce programme de développement de compétences et de promotion de valeurs. Invité justement par la mairie de Port-Bouët, le prince Édouard d'Angleterre a été fait citoyen d'honneur et chef Akan, de distinction appréciée par l'hôte de la Côte d'Ivoire, le prince Édouard d'Angleterre, qui a salué l'hospitalité du peuple ivoirien. Il a communié, vous allez le voir, avec les populations de Port-Bouët, avec le maire Emou Sylvestre. Le reportage est signé Issa Tchonayo. Son Altesse, le prince Édouard, célébré à la mairie de Port-Bouët. En Côte d'Ivoire, dans le cadre du prix international du mérite, il a été fait citoyen d'honneur et chef Achan, ce qui lui vaut le nom de Danho, homme de paix en langue Achan.
Le maire de la commune, Emou Sylvestre, profite de l'occasion pour exhorter les jeunes au civisme et au travail. À Port-Boué, vous savez, c'est 800 000 âmes, comme je le disais tantôt, avec la majorité des populations dans les quartiers précaires. Donc ça veut dire des foyers, des jeunes qui sortent des foyers modérés. Qui sortent des foyers modérés, ce n'est pas très évident. En général, ils sont laissés pour compte. Alors toutes les initiatives qui peuvent amener les jeunes à être plus responsables est à saluer. Voilà pourquoi le conseil municipal et moi-même avons opté, bien entendu, à accompagner le mérite dans ses actions. Le prix international du mérite est un programme d'activité pour les jeunes de 14 à 24 ans dans 4 secteurs: altruisme, voyage d'aventure ou expédition, exploration, aptitudes et loisirs sportifs. En Côte d'Ivoire, il est piloté par le secrétariat d'État chargé du service civique. Le programme a vu le jour en Angleterre. La Côte d'Ivoire l'exécute correctement avec la direction du mérite international de la jeunesse. Et c'est un programme qui permet de récompenser les jeunes et les adolescents qui ont de bonnes attitudes, qui ont de bons comportements, mais également qui sont au service de leur communauté. Donc l'année dernière, le secrétariat d'État chargé du service civique a organisé une cérémonie de récompense des jeunes méritants. Il faut indiquer que nous avons 3 types de récompenses. Nous avons les médailles d'argent, les médailles de bronze et les médailles d'or. Son Altesse, le Prince Édouard, appréciant l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, a, à son tour, invité les jeunes Ivoiriens à participer au prix international du mérite. Et des jeunes qui ont aussi certainement apprécié ce film documentaire de plus de 90 minutes consacré à la vie universitaire, politique et personnelle de la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté. Un film co-réalisé par l'Ivoirien Idriss Diabaté et le Français Philippe Calderon. Plus de 90 minutes de morceaux choisis sur les péripéties du parcours et de la grande chancelière. Que retenir justement de sa tendre enfance à ses fonctions actuelles? L'historienne, mère de famille, personnalité politique, sa vie filmée résumée pour vous par Franck Quadio. Henriette l'Ivoirienne. Henriette, le prénom de la grande chancelière Dagri-Diabaté, est ivoirienne, liée à l'expression de son attachement à sa culture et une invite au voyage et à la découverte, ce qui jalonne son parcours. Henriette l'Ivoirienne, un film documentaire réalisé par le Français Philippe Calderon et Idriss Diabaté, ivoirien. Pour nous, c'était pour montrer qu'à travers elle, on peut découvrir la Côte d'Ivoire humaine. On a commencé à étudier Henriette au travers de son travail universitaire, au travers de son travail politique, au travers de sa vie familiale. Donc voilà l'inspiration, ce qui a déclenché le déclic pour faire le film, c'est un article dans le journal Le Monde. Plus de 90 minutes consacrées à la vie trépidante de celle qui fut la première femme ministre d'État et présidente d'institution, Henriette Diabaté. Née en mars 1935, sa vie universitaire est marquée par de nombreuses thèses. L'une des plus remarquables est consacrée au peuple Agni sans vie du sud-est ivoirien. Sa vie de femme et de mère, 5 enfants, une vie de sacrifice aux côtés de son mari, Lamine Diabaté, une vie liée à sa vie politique où, femme engagée, elle fait un séjour en prison en 1999. Secrétaire générale du Rassemblement des Républicains en 1999 et en 2011, elle est ensuite présidente du parti, puis grande chancelière depuis mai 2011. Une vie pleine perçue comme un modèle par de nombreuses femmes, des jeunes filles et même des plus jeunes venus nombreux à l'avant-première, mais tout aussi notable, la présence remarquée d'autorités politiques, administratives et de membres du gouvernement venus célébrer cette dame de culture, ministre de la Culture en 1990, à l'origine de la création du palais dédié à ce secteur. Pour que ces monuments humains vivants soient toujours vivants, il faut les célébrer. Il faut les célébrer par les écrits, il faut les célébrer par des images et par toute autre forme. Nous l'avons fait il y a quelques années par un colloque international. On le fait toujours par des écrits. Et aujourd'hui, le ministère de la Culture a le plaisir, avec les réalisateurs Philippe Calderon et Idriss Diabaté, de vous présenter Henriette l'Ivoirienne. Henriette l'Ivoirienne comme une œuvre pour perdurer dans le temps. Merci à tout le monde, à tous ceux qui ont été présents.
et aux jeunes, aux femmes qui en profitent. J'espère que ce qui a été retenu dans le film de bon pourra servir à chacun d'entre nous. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan parle du caractère particulier d'une telle initiative. Le président Alassane Ouattara souhaite que la femme joue un rôle très important dans le développement économique de ce pays. Mais pour que les jeunes puissent aller de l'avant, il faut que ces jeunes aient des exemples. Et nous avons un exemple vivant ici. Et je crois que c'est ça qui était vraiment important à faire. Et je suis heureux que les membres du gouvernement soient venus si nombreux, et notamment au niveau des dames, membres du gouvernement, pour témoigner donc leur affection à la grande chancelière. Le film documentaire Henrietta l'Ivoirienne a été tourné il y a 8 ans. Sa sortie en salle est prévue pour bientôt. Voilà une vie inspirante donc pour la jeune génération, surtout les femmes qui se préparent à célébrer leur journée le 8 mars prochain. Dans le domaine agricole à présent, c'est officiel, la commercialisation de la noix de cajou concernant l'exercice 2020 est lancée. La campagne démarre à Abidjan avec pour prix minimum 400 francs le kilogramme. Le ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjoumani, annonce des sanctions contre les trafiquants. Les mesures prises jusqu'ici par le Conseil du coton anacarde n'ont pas permis de mettre un terme à la fuite de noix de cajou vers le Ghana. À cause de cette fraude sur le cajou ivoirien, ce pays voisin dont la production atteint à peine les 70 000 tonnes exporte aujourd'hui plus de 300 000 tonnes. En plus, sur le marché international, les produits ghanéens bénéficient d'une surcote du label qualité au détriment de la Côte d'Ivoire. La tournée dans les régions est et nord-est du pays pour sensibiliser les populations et les acteurs sur les méfaits des exportations illicites des noix de cajou. Au niveau de la filière ivoirienne, le manque à gagner se situe à près de 17 milliards de francs CFA. 2020 est donc décrété année de la fermeté. Aucun kilogramme de noix de cajou ne doit sortir de la Côte d'Ivoire par ses frontières terrestres pour être indûment vendu chez les voisins. Ce pari, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, entend bien le gagner. L'objectif aujourd'hui du gouvernement est de bouter hors d'état de trafic illicite toutes ces personnes mafieuses qui sont en train de travailler contre l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Pour autant, les investissements continuent d'affluer avec une dynamique de construction d'usines de transformation de l'or gris. En 2019, une dizaine d'unités ont été mises en marche. Voilà un reportage réalisé pour vous par Lansine Bakayoko. Les signaux sont au vert pour l'agriculture ivoirienne. Depuis 2012, le taux de croissance moyenne de toutes les productions agricoles avoisine les 8%. Je vous propose de revivre dans ce reportage le bilan dressé par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani. C'est un reportage signé de Jean-Luc Bambo. Le secteur agricole ivoirien se porte bien. Et c'est avec fierté que Kobena Kwasi Adjoumani, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a annoncé les performances qui ont été réalisées par son département au cours de l'année 2019. La production agricole totale, que ce soit les cultures vivrières et cultures de rente, se chiffre à 27 534 735 tonnes au titre de l'année 2019. Cela veut dire que nous avons eu une augmentation de 8,4%. Outre cette croissance au niveau de la production, les producteurs ont vu leurs revenus s'accroître entre 2018 et 2019 avec la mise en œuvre de la deuxième phase du programme national d'investissement agricole PNIA 2. Un bilan globalement positif que le ministre attribue à l'effort concerté des producteurs et des structures d'encadrement. Soyez rassurés que ma présence au Minader est de poursuivre la dynamique œuvre que vous avez entamée et de booster ce secteur important de l'économie de notre pays afin de créer encore plus d'emplois en améliorant les revenus des acteurs. Cette bonne santé de l'agriculture ivoirienne devrait se poursuivre avec la mise en œuvre d'importants projets d'investissement qui sont annoncés dans le cadre du PNIA 2.
Cette rencontre bilan a été également l'occasion pour le ministre Adjoumani de distinguer plusieurs personnalités pour leur action en faveur du développement de l'agriculture ivoirienne. Il s'agit notamment des ministres Ahmed Bakayoko, Moussa Dosso, Issa Koulibaly et Moussa Sanogo, tous faits commandeurs dans l'ordre du mérite agricole. Et on retrousse aussi les manches au ministère de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes pour faire bouger les lignes avec le programme Agir pour les jeunes. Ce programme porte ses fruits dans la commune de Makori. 656 jeunes ont reçu leur chèque. L'initiateur, le ministère de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, envisage de créer d'ici fin 2020 des opportunités d'emploi pour plus de 130 000 jeunes à travers le pays. Franck Quadio. Dans son salon de coiffure, commune de Makori, une journée de travail ordinaire pour Aïcha. Mais la jeune dame est préoccupée. Elle aimerait bien accroître son activité. Bon, mon besoin, c'est de trouver un grand local pour m'installer. C'est que ça. Bon, autour de 1 million pour agrandir le coin. Si je veux me changer de local. Bénéficier d'un fonds, un prêt remboursable par exemple, ces jeunes ont pu l'obtenir. Ils sont 656 à recevoir leur chèque après s'être inscrits sur la plateforme Emploi Jeunes et avoir bénéficié d'une formation. Nous sommes à la 7e étape de la remise des chèques du programme Agir pour les jeunes. Notre maman dans les communes sont beaucoup fatiguées. Elles se lèvent le matin, tôt le matin, aller chercher la banane. J'ai exploité comment exporter de la banane juste dans les quartiers pour pouvoir les aider. Et c'est comme ça que je suis allée vers l'emploi jeune. J'ai sollicité l'emploi jeune qui m'a octroyé la somme de 500 000 francs. Des bénéficiaires heureux donc, plus de 174 millions de francs CFA mobilisés pour cette étape à raison de prêts allant de 100 000 à 1 million de francs CFA. Pour cette première phase, tous les jeunes que vous voyez ont été présélectionnés au mois d'octobre et de novembre et de décembre. Donc ça c'est la première phase qui s'adressait à 19 500 jeunes pour un coût total de 11 milliards de francs CFA. À partir du mois de juin, ce sont 112 000 jeunes qui vont bénéficier donc du programme. Et à ce titre, Makori, ça sera 1408 jeunes pour un montant total de 633 600 000 francs CFA. Une façon de donner la chance au plus grand nombre d'accéder à ces fonds disponibles pour tous. L'égalité de chance est le credo du président et du Premier ministre. Vous tous qui êtes là aujourd'hui, personne n'a été choisi parce qu'il appartenait à un parti politique. Personne, on a demandé à personne de quelle région de Côte d'Ivoire il était avant de lui mettre son financement en place. C'est ça un État. Et c'est ce que le président et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly font. Le président de la cérémonie, François-Albert Amichia, exhorte alors parents et jeunes à s'approprier l'instrument. On a rendu l'école obligatoire. On a mis en place un système d'apprentissage. Aujourd'hui, on permet à des jeunes qui, au sortir de leur cursus scolaire, n'ont pas les moyens de créer leur entreprise. Car la fonction publique fait ce qu'elle peut, mais aujourd'hui, ce dont on a le plus besoin, c'est d'un peuple d'entrepreneurs, un peuple de managers. Et vous, les jeunes Ivoiriens, vous avez ces capacités. Créer la richesse en passant par l'emploi pour tous, surtout pour les plus jeunes, un des pans importants du PS Gouv, 131 000 jeunes sont concernés par cette opération d'ici à fin 2020. Incompréhension, déficit de communication, rupture de confiance. Voilà le verdict à propos des rapports fournisseurs-consommateurs délivrés par les professionnels de la relation client. Le rapport entre les fournisseurs de services publics ou privés et leurs clients est mauvais à plus de 90%. Mais comment régler ce désamour? Les acteurs de la relation client montent au créneau, s'érigent en médiateurs pour concilier les deux parties. Comment y arrive-t-il? Élément de réponse dans le dossier vide ici, signé ce soir, Didier Nguessan. Vous êtes mécontent de votre facturation, électricité, eau, téléphone ou assurance et souhaitez avoir des explications. Votre premier réflexe est souvent d'appeler votre fournisseur via un numéro d'assistance. Débute alors la prise en charge de votre requête jusqu'à sa satisfaction dans le meilleur des cas.
Vous m'avez dit, Monsieur Petit, que vous rencontrez un souci au niveau de la connexion Internet ou bien exactement sur le service de relations clients, autrefois intégré aux entreprises, est confié de plus en plus à des professionnels. Au Maroc, plusieurs centres d'appel sont installés dans cette zone franche. Un centre de relations clients est un centre qui va prendre en charge des appels de clients et leur régler différents types de problématiques. Ces problématiques peuvent être d'ordre commercial ou alors vous êtes appelé pour qu'on vous propose un produit. Le développement d'Internet et le développement de tous ces moyens de communication est un facilitateur, un accélérateur en tout cas, de la facilité avec laquelle le consommateur ivoirien est capable de joindre une marque, est capable de se mettre en relation justement et faire valoir ses droits. Cet Ivoirien vit depuis une vingtaine d'années au Maroc. Il s'est spécialisé dans la relation client. On peut définir la relation client comme étant l'ensemble des échanges entre une marque ou une entreprise avec ses clients. L'expérience client, c'est l'expérience qu'on vit à travers, bien entendu, l'ensemble des méthodes et outils qui ont été mis en place par cette entreprise pour satisfaire son client. Selon une étude réalisée en 2019 sur les tendances de la relation client en Côte d'Ivoire, 9 consommateurs sur 10 sont insatisfaits de l'ensemble des secteurs d'activité. Le transport en commun est le secteur le plus décrié des usagers, avec 100% de taux d'insatisfaction. Pour améliorer ces tendances-là, nous pensons qu'il faut plutôt recentrer les préoccupations en formant le personnel, les collaborateurs, à tout ce qui touche la sensibilité du client. Cette faiblesse représente une importante marge de manœuvre pour les acteurs de la relation client en Côte d'Ivoire. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ce matin, une dizaine de nouvelles recrues sont en formation. Alors, cette deuxième semaine de formation, comment vous vous sentez? Et la particularité des profils que nous recrutons, ce sont des personnes qui doivent avoir au minimum un bac plus 2. Donc c'est des personnes qui ont une très bonne élocution, un bon niveau de langue, des personnes qui ont un bon argumentaire, des personnes qui ont de l'écoute active. Les apprenants seront outillés déjà sur ce que c'est que la gestion de SAV, quelle est l'utilité pour une entreprise d'externaliser la gestion de son service après-vente. Après 2 semaines de formation, ces télétravailleurs seront opérationnels. Ils sont rémunérés entre 80 000 et 250 000 francs CFA. Les plus productifs gravissent rapidement les échelons. C'est le cas d'Alexandre qui, après 6 ans, gère une équipe de 145 personnes. Je suis passé team manager pendant pratiquement une année avant de pouvoir justement progresser. Aujourd'hui, je suis au poste de Operations Manager confirmé. Ce qui me permet d'être aujourd'hui le responsable opérationnel de l'activité à part entière. Cet auto-opérateur travaille pour l'essentiel avec l'administration publique. En 2005, il y avait beaucoup de pédagogie à faire parce que les donneurs d'ordre ne comprenaient pas, ne saisissaient pas, ne cernaient pas la valeur ajoutée qu'apportait la mise en place d'un call center. Donc, à minimum, on considérait que c'est juste un secrétariat ou bien une assistante derrière un téléphone. Donc, il a fallu qu'il y ait cette pédagogie-là pour que les structures, que ce soit étatiques comme privées, comprennent progressivement, plus étatiques. Plusieurs structures publiques ont fait le choix de ce dispositif de communication. Le BNET, le CPC, entre autres, et plus récemment, le ministère de la Construction et celui de la modernisation de l'administration. Le but, rapprocher les fournisseurs de services publics des usagers. Nous voulons améliorer la qualité de nos services parce que les gens ont tendance à se plaindre de nos administrations, qu'il y a un mauvais accueil et tout. Et aujourd'hui, il est là pour que les citoyens viennent s'exprimer librement en fait, au travers de ce portail. Si le citoyen rencontre un problème au niveau de la lenteur des papiers administratifs, il a la possibilité de venir sur le portail pour qu'il puisse échanger avec l'administration. Satisfaire le client ou périr. Sur des marchés hautement concurrentiels, la relation client est devenue quasi incontournable, voire existentielle. Profil personnalisé, assistance 24 heures sur 24, facturation détaillée. Les centres d'appel mettent tout en œuvre pour concilier fournisseurs et consommateurs. Et n'hésitons pas que les clients sont des rois. C'est un dossier signé Didier Nguessan du service Société Grandes Enquêtes de la rédaction de RTI1.
Les agents des finances générales ont désormais un nouveau centre médical. Il porte le nom de l'actuel directeur général du budget des finances, Traoré Seydou. L'édifice sanitaire a été mis en service hier jeudi par le ministre chargé du budget du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo. C'est un reportage de Mama Traoré. Construire un édifice adapté aux besoins de prise en charge médicale des 4264 agents que comptent les finances générales était devenu une nécessité. L'ancien local qui abritait tous les actes médicaux était devenu exigu et inadapté, ne répondant plus ainsi aux normes sanitaires modernes. Dans le même temps, de 4652 consultations en 2006, date de l'ouverture de l'ancien centre de santé, les consultations sont passées à 21 817 en 2019, soit une augmentation de près de 400%. Un agent mal soigné qui n'est pas en bonne santé ne peut pas servir son pays. Aujourd'hui, si nous sommes bien soignés, que nous sommes en bonne santé, que nos familles sont en bonne santé, c'est avec la tête assez heureuse que nous allons nous consacrer à nos tâches quotidiennes, qui est de servir l'État et la nation ivoirienne. Le centre médical des finances générales dispose d'une capacité de 10 lits pour les mises en observation. Le plateau technique propose entre autres des services de médecine générale, de pédiatrie, de cardiologie et même de diabétologie. C'est un contexte qui est marqué par la mise en œuvre du programme social du gouvernement. Vous voyez que concrètement, nous sommes vraiment à la tâche pour faire en sorte que l'offre de services de santé dans notre pays s'améliore, qu'il s'accroisse et qu'il soit de qualité. Le centre médical des finances générales porte le nom de l'actuel directeur général du budget et des finances, Traoré Seydou. Voilà, je vous livre à présent ce communiqué qui vient de nous parvenir. Il émane de l'état-major général des armées. L'armée ivoirienne exécutera un exercice militaire les mercredis 12 et jeudi 13 février 2020 dans la zone comprise entre Korogo, Mbengue, Laléraba et Kaloglo, Bac dans le district des Savanes. Cette manœuvre engagera environ 600 hommes et mettra en œuvre de nombreux véhicules, engins blindés et aéronefs. Elle est réalisée conformément au programme de préparation et d'entraînement des forces armées de Côte d'Ivoire. Pendant son déroulement, des coups de feu seront tirés, des détonations seront entendues. L'état-major général des armées rassure les populations que cet entraînement ne perturbera pas leurs activités et les invite par conséquent au calme et à la sérénité. Le journaliste Akasaye Lazare est aux commandes du conseil d'administration de la RTI. Il succède à ce poste à Brou Aka Pascal qui lui a passé la main hier jeudi. On en sait plus avec notre reporter Issa Tchonoyeo. Akasaye Lazare aux commandes du conseil d'administration de la RTI, radiodiffusion télévision ivoirienne. Il a été élu à l'unanimité des membres de ce conseil. Il succède ainsi à ce poste à Brou Aka Pascal. La passation des charges a eu lieu en présence d'Anouma Kanye Léandre, inspecteur général au ministère de la Communication et des Médias. Le président du conseil d'administration sortant, Brou Aka Pascal, a salué la qualité du travail effectué par ses collaborateurs avant de transmettre les dossiers de la tâche qui reste à accomplir. La RTI, objet de notre attention et de nos préoccupations, ne se porte pas mal, même si nous devons reconnaître que beaucoup reste à faire. Les hommes et les femmes du groupe le savent et continuent de donner le meilleur d'eux-mêmes pour maintenir le cap. Akasaye Lazare, à qui je viens de passer donc les charges aujourd'hui, n'est autre que celui qui revient à la maison, il revient chez lui. En lui souhaitant une fraternelle bienvenue, je ne doute pas que le relais que je lui passe sera en de bonnes mains. Pour Akasaye Lazare, c'est un retour à la maison dans un espace désormais concurrentiel. La RTI est la maison que je connais, c'est ma maison. Y revenir me procure un immense plaisir. Dans cette conjoncture que nous vivons, où l'État fait face à des enjeux immenses de développement et où les besoins sociaux sont énormes, la RTI vient comme un élément important dont il faut aussi assurer le développement et la survie. Je sais que je peux compter sur le gouvernement
pour le soutien que nous pouvons attendre de lui. Je sais que je peux compter sur le directeur général et les agents de la RTI dont je connais l'enthousiasme au travail pour relever les défis, quels qu'ils soient. Avant cette passation, une première a eu lieu, cette fois à l'AIGF, Agence ivoirienne de gestion des fréquences radioélectriques, à Marcory, entre Akassaï Lazare, PCA sortant, et Bouaka Pascal, PCA entrant. Au cours de cette cérémonie, le nouveau PCA de la RTI a remercié ses anciens collaborateurs de l'AIGF, notamment le comité de direction et l'ensemble du personnel pour leur abnégation et leur dévouement au travail. Et n'oublions jamais Dr Lee, ce médecin qui a parlé d'une maladie appelée rumeur. Ces déclarations d'internautes envahissent les réseaux sociaux en Chine. La mort du jeune ophtalmologue lanceur d'alerte suscite une vague de réactions et de colère. Le jeune médecin, victime du coronavirus, a perdu la vie ce 7 février. Arrêté puis réhabilité, il a été parmi les premiers à révéler l'existence d'une épidémie de pneumonie virale sur le marché aux fruits de mer de Wuhan fin décembre dernier en Chine. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce 20h. Merci de nous avoir suivis. Ce journal a été supervisé par Hugues Hervé Blé. Merci à toute l'équipe des réalisations, l'équipe technique, mais surtout à vous de nous avoir suivis. À demain 20h.